pour commencer, je vais faire une petite présentation des Amis de la Terre. Donc les Amis de la Terre, c'est une ONG internationale qui a ceci de commun avec la COP, les COP en général, la 21e, c'est que dans cette organisation, chaque pays a le même poids que n'importe quel autre. C'est une voix, enfin un pays, une voix. Donc au sein des Amis de la Terre, les États-Unis n'ont pas plus de poids que le Costa Rica, etc., comme à la COP 21. Donc voilà, c'est une petite introduction. Sinon, je ne vous en ai pas plus que ça parce qu'on a pas mal de choses à voir ce soir et je vais être frustré parce que je sais que je vais devoir resserrer la partie qui me passionne le plus. Donc on va démarrer sans attendre. Donc on en parle beaucoup, dans n'importe quel type de revue d'ailleurs. Ça c'est la revue que j'ai reçue parce que bon, je suis à la UGEN. Donc tout partout, on parle en ce moment de climat, de COP21, etc. Et puis je me suis dit que les mots, les textes qu'on trouve dans toutes ces documentations, elles sont peut-être pas forcément bien parlantes. Donc là, on trouve dans celle-ci phénomène d'emballement irréversible. Qu'est-ce qu'il y a exactement derrière cette notion de phénomène d'emballement irréversible? Dans un livre qui vient de sortir sur les négociations climatiques, on voit aussi l'échelle du risque climatique n'est pas linéaire. Il y a des seuils. Donc, à quoi correspondent ces seuils? Pourquoi c'est pas linéaire? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Dans une revue de vulgarisation scientifique, on trouve encore autre chose, graves impacts généralisés et irréversibles. On retrouve encore à nouveau cette notion d'irréversibilité. On va aussi limiter l'ampleur du réchauffement à moins de 2 degrés. Pourquoi se limiter à 2 degrés? Pourquoi pas 3? Pourquoi ce plafond de 2 degrés? Bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans un premier temps, pour être bien convaincu qu'effectivement, il va falloir faire quelque chose. Aux Amis de la Terre, on pense que les innovations technologiques ne suffiront pas. Il va y avoir forcément d'autres innovations, des innovations sociales, organisationnelles, etc., qui seront nécessaires, qui ne sont pas forcément faciles à faire parce qu'on ne sait pas ce vers quoi on va et on sait à peu près ce qu'on quitte. Ce n'est pas forcément l'idéal d'ailleurs, mais en tout cas, il faut être persuadé qu'il faut faire quelque chose, il faut changer. On ne peut pas durer comme ça éternellement. Donc là, ce que je reprends, c'est l'éditorial d'une des revues scientifiques les plus célèbres, les plus connues, Nature. Et c'est un éditorial du 15 octobre, où il est dit le défi est de faire prendre conscience au public du risque de l'inaction. Ça, on nous le dit aux informations, etc. On commence à comprendre le risque de l'inaction, qu'est-ce qui peut se produire si on laisse comme ça filer les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a quelque chose sur lequel on n'insiste pas suffisamment, et j'espère qu'on aura le temps d'en débattre après, c'est ce qui est dit après dans cet éditorial, c'est les bienfaits de l'action. Ça peut être justement une bonne opportunité, ce changement climatique, enfin cette menace, qui n'est pas complètement une menace, parce qu'il est déjà là, le changement climatique, on le verra, mais en tout cas, ça peut être une formidable opportunité pour changer notre fusil d'épaule, réorganiser de manière assez profonde les sociétés. Alors, donc, le réchauffement climatique, je veux dire, il est déjà là, il est présent, on peut le mesurer. Ça, c'est une planisphère qui montre justement le changement climatique déjà observé sur la période 1900-2012. Donc, c'est des mesures, ça, c'est pas des modélisations, en fait, ce sont des mesures. On s'aperçoit d'une part que ce réchauffement, il n'est pas homogène. Il y a des endroits où ça se réchauffe plus que d'autres, et qu'il y a même des endroits où il y a des refroidissements. Alors, ces endroits où il y a des refroidissements, ils sont d'ailleurs assez inquiétants. Ici, au sud du Groenland, ce refroidissement s'explique relativement simplement. C'est la fonte des glaces qui recouvrent le Groenland. Et donc, ça nous fait des masses d'eau froide qui restent en surface, et qui donc refroidissent localement l'océan. Autre tâche de refroidissement,
qui est ici à proximité d'endroits où le réchauffement est le maximum. Vous voyez, en plein Sahara, le réchauffement a dépassé les 2,5 degrés. Et là, il y a justement une tache où c'est plus froid. À quoi correspond cette tache? C'est le lac Tchad. Le lac Tchad qui s'évapore. Et le refroidissement, comme c'est un processus qui consomme de l'énergie, ça provoque un rafraîchissement local. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ces taches de refroidissement sont plutôt inquiétantes. Et alors, continuons dans l'analyse de ce réchauffement. Donc, on s'aperçoit que ce réchauffement, il est concentré sur ces dernières années. Là, c'est le temps qui s'écoule. Donc, à partir de 1970, disons, le réchauffement s'est produit de manière quasi linéaire au fil des ans. Alors, si on remonte plus loin dans le passé, si on remonte 800 000 ans en arrière, c'est ce que nous permet de faire les carottes glaciaires en Antarctique. On peut remonter jusqu'à 800 000 ans en arrière. On peut mesurer directement dans les bulles de gaz emprisonnées la composition de l'atmosphère. Et on peut également, alors là c'est plus indirect, en déduire aussi la mesure des températures. Je ne vais pas vous expliquer comment maintenant, c'est pas l'objet. Mais en tout cas, on peut reconstituer les climats anciens. Et cette reconstitution nous permet de retrouver ce genre de courbe. Donc là, il y a 800 000 ans en arrière, et le temps s'écoule comme ça, on arrive ici au présent. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'effectivement, la température moyenne du globe a oscillé de manière relativement importante, une amplitude, disons, de 6 degrés, entre des périodes glaciaires qui sont ici en bas, et des interglaciaires qui sont ici en haut. On s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que généralement, les montées en température, les sorties de périodes glaciaires se font de manière relativement brusque, alors que les retours aux périodes glaciaires se font plus progressivement. Donc on a un profil en dents de scie, on n'a pas un profil symétrique. Si on s'intéresse maintenant à l'évolution des concentrations en gaz à effet de serre, méthane et CO2, on s'aperçoit que ça évolue de manière tout à fait parallèle. À chaque fois qu'il y a une bosse ici, il y a une bosse là, et ainsi de suite. Et même chose, on retrouve ces montées rapides et ces descentes progressives. On verra tout à l'heure comment on peut expliquer ça. Bon, en tout cas, on s'aperçoit que... Ah oui, je ne vous ai pas parlé du niveau de la mer. Même chose, le niveau de la mer oscille. Alors les oscillations du niveau de la mer, c'est pas quelques mètres, comme on en entend parler régulièrement, c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être 120 mètres en dessous, et ça peut être 50, 60 mètres au-dessus. La totalité des glaces du Groenland, des glaciers continentaux et de l'Antarctique, si tout ça fondait, et c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Terre, ça représente à peu près 60 mètres d'élévation du niveau de la mer. Rien que le Groenland, c'est 7 mètres à lui tout seul. Donc, pareil, le niveau des océans oscille de manière concomitante au reste. Alors si on revient à un passé plus récent, donc on a vu précédemment qu'il y avait un lien entre l'élévation de température et les concentrations en gaz à effet de serre. Donc ces concentrations en gaz à effet de serre, elles évoluent. Ça, c'est la concentration en dioxyde de carbone, CO2, sur une période qui remonte à peu près 1960. C'est là où on a commencé à faire de manière précise des mesures régulières. Donc, il y a une dérive constante. Bon, il y a des oscillations saisonnières qu'on ne va pas expliquer maintenant, c'est pas l'objet. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que dans les années 60, l'augmentation était d'environ 0,9 ppm par an, et on est passé actuellement à 2 ppm. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ppm? Un ppm, ça veut dire partie par million. Donc ça veut dire un volume, c'est en volume qu'on compte ça, donc un volume pour 1 million de volumes, c'est-à-dire 1 cm3 dans 1 mètre cube. Voilà. Donc imaginez, quand on a 1 ppm d'un gaz quelconque, ça veut dire qu'on a 1 cm3 de ce gaz dans un volume d'1 mètre cube. Donc là, en l'occurrence, on est actuellement à 400 ppm de CO2. À la période pré-industrielle, nous étions à 280 ppm. Donc, on a largement augmenté cette concentration.
De même pour d'autres gaz à effet de serre, mais qu'on ne va pas développer ici. En ce qui concerne les températures, quelque chose de frappant, c'est que 2015, l'année de la COP21, c'est l'année qui bat tous les records. Donc, on a franchi des records en termes de concentration de CO2, 400 ppm. Sur les enregistrements qu'on a vus tout à l'heure, en remontant à 800 000 ans en arrière, jamais on a atteint de telles valeurs. On était plutôt au maximum aux alentours de 350. 400, ça s'est jamais vu. Il faut remonter bien plus loin en arrière, on le verra. Et en ce qui concerne les températures, on a classé ici sur les 136 dernières années, à partir du moment 1880 où on a commencé à faire des mesures précises un peu partout dans le monde, on a classé les années les plus chaudes. On a les classées par ordre décroissant. La première, la plus chaude, et ainsi de suite jusqu'à la dernière, la 136e, la plus froide. Ça, c'est le classement du top 10. On voit que la plupart du temps, c'est des années de la décennie en cours. C'est après 2000 pour la plupart. Et 2015 arrive en tête. Alors pour novembre et décembre, on n'a pas encore les valeurs, puisque c'est pas terminé. Novembre c'est terminé, mais on n'a pas encore les valeurs. On a quand même un peu de temps pour rassembler toutes les données. Bon bref, sur les 10 premiers mois de l'année, c'est 2015 qui arrive en tête, sur 136 ans. Et quand il n'est pas en tête, il est soit deuxième, janvier, soit troisième, avril. Donc, a priori, 2015 va battre tous les records de température. En ce qui concerne les concentrations, donc 400 ppm, il nous faut remonter au Pliocène pour retrouver une telle concentration. Pliocène, c'est l'époque de Lucie. Donc, l'espèce humaine telle qu'on la connaît maintenant n'existait pas encore. Le niveau de la mer, il était plus élevé de 15 mètres à cette époque-là. Donc 400 ppm, 15 mètres d'élévation du niveau de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas à l'équilibre là. Les cinétiques sont différentes. La cinétique d'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre est beaucoup plus rapide que la cinétique d'augmentation du niveau des océans. Quand on dit élévation d'1 mètre, ça veut dire élévation d'1 mètre à l'échéance 2100. Mais on verra que c'est un système qui a énormément d'inertie. L'élévation, elle ne va pas s'arrêter à 1 mètre. L'horizon ne s'arrête pas à 2100. Et alors là, j'ai une citation du précédent président du GIEC, qui a quitté ses fonctions en octobre, qui a dit: au fur et à mesure que les émissions de gaz à effet de serre augmenteront, nous entrerons dans un régime climatique totalement nouveau, sans équivalent au cours du dernier million d'années. Effectivement, on a vu qu'il fallait remonter au moins 2,6 millions d'années en arrière. Nous sommes dès à présent partis vers un grand plongeon dans l'inconnu. Alors, ce soir, justement, on va voir ce que c'est que ce grand plongeon dans l'inconnu. Et pourquoi on parle de plongeon? Alors déjà, on va rebooter encore plus loin en arrière, et là vraiment très très loin en arrière, pour voir l'extrême sensibilité qu'a le climat vis-à-vis des concentrations en gaz à effet de serre. Alors, si on remonte il y a 760 millions d'années en arrière, il y a eu deux périodes, entre 760 et 700 millions d'années, et ensuite entre 620 et 590 millions d'années en arrière. C'est avant l'explosion cambrienne. C'est des fossiles très, très rudimentaires. Alors la vie existait déjà, la vie est apparue, on estime, vers 3 milliards d'années dans ces eaux-là, mais elle a failli disparaître. Elle a failli disparaître à ces époques-là, du fait d'une glaciation gigantesque qu'on appelle des glaciations boules de neige, où la Terre s'est recouverte entièrement de glace. Les deux calottes polaires, arctique et antarctique, se sont rejointes au niveau des pôles. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Différents phénomènes qui se sont conjugués, mais en particulier donc un fractionnement d'un supercontinent, avec des épanchements basaltiques, etc. Enfin bref, qui a eu pour conséquence une consommation de CO2. Parce que les roches s'altèrent, réagissent avec le CO2 atmosphérique,
et ça consomme, ça réduit la production. D'autre part, la photosynthèse a commencé aussi à consommer énormément de CO2 et à libérer du dioxygène au passage. Donc tout ça, d'autres phénomènes qui se sont conjugués en plus, tout ça a conduit à un abaissement important de la concentration en CO2 atmosphérique. On est passé en dessous des 200 ppm. Je vous rappelle qu'actuellement on est à 400, donc ça représente plus jamais que la moitié. Et ça a conduit à ces glaciations phénoménales. Alors, au départ, c'est des traces géologiques qui ont poussé les géologues à envisager ces glaciations gigantesques. Beaucoup de scientifiques ne voulaient pas y croire. Beaucoup de scientifiques ne voulaient pas y croire parce que une telle glaciation aurait dû avoir beaucoup de mal à se terminer, parce que le rayonnement solaire est réfléchi par la glace. Donc ça aurait dû être un état quasi permanent. Mais on s'est rendu compte par la suite que finalement ça s'est terminé, et en plus de ça, la concentration en CO2 est montée de manière considérable, a dépassé les 1000 ppm par la suite. Donc, plusieurs enseignements. D'une part, les concentrations de gaz à effet de serre peuvent fluctuer de manière relativement importante, et d'autre part, ça provoque des changements climatiques, eux aussi, très importants. Alors, qu'est-ce qui provoque ces changements climatiques? Donc, on en a vu, la fragmentation d'un continent, par exemple, mais il y a d'autres facteurs. La forme de l'orbite terrestre, qui n'est pas parfaitement circulaire, qui n'est pas constante non plus, qui oscille, des collisions avec des corps célestes, des phénomènes volcaniques de grande ampleur, on vient de le voir, l'évolution de la position des masses continentales qui change les courants océaniques. Or, les courants océaniques ont un rôle très important dans le climat, puisque l'eau est un fluide qui transporte la chaleur de manière très très efficace. Donc, les courants océaniques homogénéisent la température à la surface de la Terre. Donc, changer les courants océaniques a des conséquences importantes. D'ailleurs, il n'est pas impossible que les fonds des glaces du Groenland contribuent à atténuer, à affaiblir un courant océanique important qui se produit à l'échelle du globe. L'altération des roches, on a vu, mais ça se fait sur des constantes de temps très très longues. Et puis aussi le développement de nouvelles espèces vivantes. L'apparition de la photosynthèse a bouleversé de manière très importante l'atmosphère terrestre. On est passé d'une atmosphère qui était quasi exempte de dioxygène à une atmosphère que l'on respire maintenant, qui est donc plus riche en oxygène. Et ça n'a pas eu techniquement que des bienfaits pour toutes les espèces vivantes qui vivaient à l'époque. Donc ça, c'est un petit aperçu rapide des différentes fluctuations de l'orbite terrestre qui jouent sur l'insolation. Donc il y a des fluctuations, des oscillations de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan des écliptiques. Ça a pour effet de changer l'angle d'incidence de la lumière solaire par rapport au sol. Et des fluctuations comme ça induisent des changements climatiques. Les dernières glaciations s'expliquent comme ça. Donc ça, c'est parfaitement déterministe. On connaît les équations de tout ça, de toutes ces fluctuations. Ça, c'est pour l'excentricité. Donc on passe d'une orbite presque circulaire à une orbite elliptique, avec plusieurs périodes qui se surimposent, etc. L'obliquité et la précession. Bon, tout ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est ce qui explique parfaitement, quand on prend des gros calculateurs et qu'on introduit ces paramètres-là, on arrive à reconstituer exactement les oscillations qu'on a vues tout à l'heure, 800 000 ans en arrière, les glaciations, les interglaciaires, etc. Tout ça s'explique parfaitement grâce à ces paramètres qu'on appelle les paramètres de Milankovitch. Bien. Alors l'effet de serre en lui-même. Donc l'effet de serre, comme son nom l'indique, ça fonctionne comme une serre de jardinier. On a un rayonnement incident qui est la lumière solaire. Une partie est réfléchie,
une partie est absorbée, et la partie qui est absorbée, elle n'est pas absorbée indéfiniment. Elle est à un moment donné évacuée sous forme de rayonnement infrarouge. C'est ce qui permet, le rayonnement infrarouge, de déterminer, par exemple, si une maison est bien isolée, il existe des caméras qui permettent de voir justement ce fameux rayonnement infrarouge que l'œil humain ne peut pas percevoir. Si on est à l'équilibre, il y a autant d'énergie qui arrive que d'énergie qui repart. Il existe une équation pour déterminer la quantité d'énergie qui repart sous forme de rayonnement infrarouge. Elle est donnée par celle-ci, il y a une constante ici, et c'est proportionnel à la 4e puissance de la température. On connaît la puissance incidente, 340 watts par mètre carré. On connaît la puissance réfléchie, ça on le mesure avec des satellites, c'est relativement simple. On en déduit, connaissant la valeur de cette constante sigma, on en déduit la valeur de la température corrélative s'il n'y avait pas d'effet de serre. Et on trouve moins 18 degrés. Donc sans effet de serre, la température moyenne à la surface du globe serait de moins 18 degrés. Donc merci l'effet de serre. Le problème, c'est pas l'effet de serre en lui-même, le problème, c'est l'accroissement de cet effet de serre. Alors, cet effet de serre, il a pour effet donc d'absorber une partie, l'atmosphère absorbe une partie du rayonnement infrarouge, pas le rayonnement solaire, ce ne sont pas des longueurs d'onde qui sont absorbées, seuls les rayonnements infrarouges sont absorbés, et ils sont, c'est comme la Terre tout à l'heure, j'ai dit quand ça absorbe, à un moment donné, il faut bien que ça libère. Donc ça absorbe et ça réémet dans toutes les directions, mais entre autres vers le bas. Donc du coup, étant donné qu'en haut, au-delà de l'atmosphère, il faut toujours qu'on ait la même égalité que tout à l'heure, il faut émettre plus. Si une partie est absorbée, il faut émettre plus, puisqu'il faut compenser ce qui est absorbé. Et pour compenser, justement, il faut que la température s'élève. Spontanément, le système va s'équilibrer vers une nouvelle température. Donc actuellement, avec l'effet de serre actuel, la température est de l'ordre, actuellement, là je vais prendre la température pré-industrielle, 13,5 degrés. Donc l'effet de serre naturel, pas l'effet de serre additionnel, l'effet de serre naturel nous fait gagner 31,5 degrés. Alors, les scientifiques s'amusent à faire des bilans, ils adorent faire des bilans. Donc on a vu le rayonnement incident, etc., ce qui est transmis, ce qui est réémis. Quand on fait la somme, effectivement, il arrive 340, il repart 100 ici, 200 là et 40 là, le compte y est. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est après ce qui se passe entre les deux. L'effet de serre, il se situe là. C'est ici la clé du problème. Une partie de ce qui est réémis est absorbée par l'atmosphère, par ces fameux gaz à effet de serre. Donc l'atmosphère, elle reçoit de toutes parts, elle va réémettre aussi, elle reçoit énormément d'énergie, 542 watts par mètre carré, qu'elle réémet vers l'espace et vers le sol. Le sol, il n'a qu'une idée, c'est d'évacuer l'énergie qu'il reçoit. Pour évacuer l'énergie qu'il reçoit, il a plusieurs possibilités. Émettre du rayonnement infrarouge, c'est ce qu'il fait ici, mais il a aussi d'autres possibilités. Il a la possibilité de faire évaporer de l'eau à sa surface, de manière à ce qu'elle se condense dans l'atmosphère. Ça, c'est le cycle de l'eau qui permet d'évacuer en moyenne 84 watts par mètre carré. Mais il y a aussi une autre façon, c'est de faire du vent. Les différences de pression atmosphérique liées justement aux différences d'ensoleillement, de chaleur, etc., ça crée de la convection. Ça permet d'évacuer 21 watts par mètre carré. Alors c'est important ça. C'est important parce que si l'effet de serre augmente l'énergie reçue par la surface, la tendance, ça va être d'essayer d'évacuer plus d'énergie. Et l'une des façons d'évacuer plus d'énergie, c'est d'augmenter la convection, donc plus de tempêtes. Et l'autre façon d'augmenter, c'est d'accélérer aussi le cycle de l'eau. Donc, inondation, etc. Donc, c'est augmentation des extrêmes climatiques. On a là. Augmentation des contrastes. Bien, j'ai parlé de watts par mètre carré. C'est comme ça, en fait, que les scientifiques évaluent
le pouvoir de réchauffement des différents gaz à effet de serre, mais pas que. On évalue ça donc en termes de forçage radiatif. Hein. L'effet d'un gaz ou d'autre chose, de poussière, sur le climat est évalué en termes de forçage radiatif, évalué en watts par mètre carré. Donc le CO2 représente 170 watts, grosso modo, enfin 1,70 watts par mètre carré. C'est comme si on recevait de la part du Soleil, non pas 340, mais donc 340 plus 1,70 watts. Ça paraît très peu. Hein, pour 340, ça paraît complètement négligeable, mais ça a des impacts importants. C'est ça qui est fascinant. Bien, alors, si on somme tous ces effets, hein, donc il y a d'autres gaz à effet de serre, il y a d'autres activités, si on somme tous ces effets, on arrive à 2,3 watts par mètre carré de forçage radiatif. Ce forçage radiatif, il augmente avec le temps, vous voyez. 1950, on était à 0,5, grosso modo. 1980, on est à 1,25. Et là, 2,30. Ça augmente de manière de plus en plus importante. Alors bien, alors maintenant, on va rentrer dans le dur. On va essayer de comprendre ces histoires d'emballement et pourquoi de faibles variations peuvent avoir des conséquences importantes. Alors pour ça, je vais prendre une analogie. Je vais prendre l'effet Larsen. Alors, où sont les enceintes? Je ne sais pas. Mais vous savez tous que si je m'approche avec le micro d'une enceinte, au bout d'un moment, il va se produire un phénomène qui sera assez difficilement supportable. C'est ce qu'on appelle l'effet Larsen. Pourquoi? Parce que l'enceinte émet le son capté par le micro capte le son émis par ma voix, mais si je m'approche de l'enceinte, il va également capter le son émis par l'enceinte, et le micro envoie ce signal à l'amplificateur, qui l'amplifie, et on a un phénomène d'emballement, et on va voir comment ça se passe. Voilà, si je m'approche, au départ on a un bruit de fond, arrivé à une certaine distance, les boucles d'amplification se mettent en branle, et rapidement, ça c'est avec le temps, rapidement de manière exponentielle, le son monte, sans que j'ai besoin de bouger le micro, hein, je reste à la même place, et le son monte de manière exponentielle jusqu'à atteindre un plateau qui est la limite physique de l'appareil au-delà duquel on peut pas aller. Donc voilà, on atteint cette saturation. Si je continue à me rapprocher de l'enceinte, ben, il ne se passe rien de spécial, je suis toujours à saturation. Et donc, au bout d'un moment, j'ai les oreilles qui commencent à bourdonner, j'en ai un peu assez, et je me dis, bon, ben, je vais quand même m'éloigner de l'enceinte, et puis ça marche plus. C'est pas grave. Et je me dis, eh ben, il suffit que je me replace à l'endroit où le phénomène de Larsen s'est déclenché pour que subitement le niveau du son se mette à baisser. Eh bien non, pas du tout. Il va falloir que j'aille bien au-delà, que je m'éloigne beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'au départ c'était juste un petit bruit de fond qui a été amplifié. Là, c'est pas un petit bruit de fond qui est amplifié. Là, c'est la puissance, enfin c'est le signal à pleine puissance qui est amplifié. Donc il faut que je m'éloigne bien plus. Et c'est seulement à arriver à un autre point que ça va s'effondrer. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle un phénomène d'hystérésis, et on a exactement la même chose pour le climat. C'est-à-dire qu'il y a des points de seuil. Donc on commence à percevoir, vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, les mots que j'avais mis en exergue, il y avait seuil, parmi ces mots-là. Et bien ces points de seuil, en voilà. Donc on va voir la même chose appliquée au climat, normalement. Bien, donc, pour le climat, on a la température ici, qui est l'état du système Terre. Ici, la concentration en CO2. Habituellement, quand on raisonne sur l'effet d'une cause, enfin sur un système, on pense plutôt à un effet comme ça, c'est-à-dire qu'à un état donné correspond à une condition donnée, et à une condition donnée correspond à un état donné. C'est biunivoque. Pour le climat, c'est pas la même chose. On n'a pas un système biunivoque. Pour des conditions données, on peut avoir deux états différents. Parce qu'on a des profils. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ça va nous prendre du temps, mais bon, ce type de courbe s'explique par des profils de potentiel comme ça. Donc imaginez que le système se place spontanément
là où son potentiel, entre guillemets, est le plus bas. Donc on peut prendre l'analogie d'une bille au fond d'une vallée. La bille, spontanément, elle va aller se placer au fond de la vallée, elle ne va pas rester bloquée en pleine pente. Donc si on a des profils qui évoluent comme ça, ici on a un maximum, pas de problème. L'état d'équilibre du système, c'est ici. Mais si les conditions évoluent, le profil évolue également. Et on se trouve dans des situations, comme par exemple à cet endroit-là, où on a deux minimums séparés par une toute petite variable de potentiel. Il suffit d'une petite pichenette, d'une toute petite perturbation, pour que spontanément, on passe d'un état à un autre. Par exemple, ici. Si on arrive là, il suffit d'une petite perturbation pour que, de manière inexorable, et là on retrouve la notion d'irréversibilité, vous vous souvenez, hein, on avait vu tout à l'heure, parmi les mots clés, il y avait irréversible. Et bien l'irréversibilité, elle est là. Hein. Une fois qu'on est engagé dans ce processus-là, quoi qu'on fasse, c'est inexorable, on ira jusqu'au bout. Le seuil, il est là. Le point de seuil, le point de bascule, c'est la même chose, il est là. Alors maintenant, on va voir un petit peu avec des chiffres. Alors évidemment, c'est à la louche, hein, parce que il faudra tenir compte des fluctuations naturelles du climat, donc c'est pas aussi simple que ça. On peut retracer ça, mais on a des points qui sont assez dispersés. Mais grosso modo, en théorie, on a une courbe plutôt dans ce genre-là. 1880. Donc la révolution industrielle a déjà eu lieu, on a commencé déjà à consommer du charbon depuis 1750, donc ça fait plus d'un siècle qu'on brûle du charbon. On a déjà commencé à émettre pas mal de CO2, pas grand chose par rapport à ce qu'on a fait maintenant, mais donc on est ici, température moyenne, 13 degrés 5. Le temps passe, on progresse tranquillement sur cette courbe-là. Les températures n'évoluent pas, hein, la courbe est presque horizontale ici. On arrive en 1990, on est à 350 ppm de CO2. 2015, 400 ppm. Température, 14 degrés 6. Et donc, à un moment donné, on va arriver à ce fameux point de bascule. On ne sait pas exactement où il est. Hein. Cette courbe-là, on sait qu'elle existe, mais on ne sait pas la tracer de manière précise. Donc, le point de bascule, quelque part par là. Il y a eu un consensus qui a été établi en 2009 lors d'une précédente COP, hein, la COP 15 à Copenhague, pour dire que c'était 450 ppm et 2 degrés d'élévation de température par rapport à 1880. Donc voilà, ces fameux 2 degrés qui sortent de là. 2 degrés, il y a un risque. On ne sait pas exactement, encore une fois, hein, mais il y a un risque pour qu'on franchisse ce fameux point de bascule. Et le franchissement de ce fameux point de bascule nous emmène, c'est le fameux grand saut dans l'inconnu qu'on a vu tout à l'heure avec la citation de M. Pachori. Donc, si on n'arrive pas à 2 degrés, c'est pas grave, ça sera 3. Non, ça sera 3 peut-être, mais que de manière transitoire. Après, c'est inexorable. Et là, c'est le grand saut dans l'inconnu, on ne sait pas où ça s'arrête. Hein, cette portion de courbe, on ne sait pas où elle est. Parce que ça, on ne l'a jamais vu dans l'histoire de la Terre. En tout cas, pas dans les enregistrements qu'on a. On a vu, hein, si on remonte 800 000 ans en arrière, jamais on arrive à ces 400 ppm. Ou alors, il faut remonter au Pliocène, et au Pliocène, on ne sait pas trop. Et puis, les conditions étaient différentes, l'orbite terrestre n'était pas tout à fait. Bref, on ne peut pas extrapoler. Mais le risque, il est là. Alors, il y a autre chose qui est importante dans ce qu'on vient de voir, c'est pourquoi on a ces phénomènes-là. C'est lié, je l'ai dit tout à l'heure avec l'effet d'Arsène, c'est lié à ces boucles de rétroaction qui amplifient. Hein, on a une cause qui a produit des effets. Les effets sont réinjectés dans les causes pour l'amplifier. Hein, on a un système qui se mord la queue. Donc on a un facteur déclenchant qui a pour effet soit d'augmenter la température, soit d'augmenter le CO2, peu importe, puisque à ce stade-là, il n'y a plus de distinction entre cause et effet. Toujours est-il que les boucles de rétroaction se mettent en branle, et donc, exemple, on ne va pas tout énumérer, hein, bon, je vais prendre le cas suivant. L'orbite terrestre change un petit peu, ce
ce qui fait que l'hémisphère nord est en été plus proche du Soleil, ou en hiver plus proche du Soleil, et incliné de manière favorable, etc. Les températures sont légèrement plus élevées. Les températures étant légèrement plus élevées, eh bien, il va y avoir fonte de sol avec libération de gaz, donc augmentation de gaz. Augmentation de gaz à effet de serre, ça conduit à quoi? Ça conduit à une augmentation de l'effet de serre. Augmentation de l'effet de serre conduit à l'augmentation de température conduit à l'augmentation de température des océans. Les océans vont libérer des gaz à effet de serre, puisque la solubilité des gaz dans l'eau diminue quand la température augmente. Donc, voilà. La température augmente, ça induit une augmentation de gaz à effet de serre, l'augmentation de gaz à effet de serre induit une augmentation de température, et ainsi de suite, de manière bouclée. Donc il y a plein de boucles de rétroaction qui sont maintenant prises en compte dans les modèles utilisés par les climatologues. Alors, petite conclusion intermédiaire. Donc les changements climatiques peuvent être brusques. Hein, on l'a vu, ce qu'on ne savait pas, hein, c'est une découverte, hein, ça. Ce qu'on ne savait pas il y a une cinquantaine d'années. Ils peuvent être inattendus et inexorables une fois engagés. Les boucles de rétroaction, on vient de le voir, suppriment la notion de cause et d'effet. Hein, donc, c'était un des arguments des climato-sceptiques, c'était de dire, mais oui, mais c'est absurde, parce que quand on regarde les enregistrements passés, les paléoclimats, justement, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage entre le CO2 et les températures, donc c'est les changements de température qui induisent les changements de CO2, etc. Donc, si on augmente la concentration en CO2, ça ne va pas avoir d'effet. Non, hein, parce que cause et effet, il n'y a plus lieu de faire distinction. Le climat est très sensible aux variations de gaz à effet de serre, on l'a vu avec les glaciations phénoménales. Par la libération de CO2, l'utilisation de combustibles fossiles joue un rôle majeur dans l'augmentation de l'effet de serre actuel. Bah oui, c'est le fait de brûler du charbon, du pétrole, du gaz, etc., qui a conduit à ces augmentations importantes de gaz à effet de serre. Et à ce stade-là, c'est intéressant de faire un petit bilan. Alors là aussi, les scientifiques aiment bien faire ce genre d'études. C'est ce qu'on appelle l'étude d'un cycle biogéochimique. On va faire le bilan de la quantité d'une substance donnée, enfin d'un élément chimique donné, là en l'occurrence le carbone, dans les différents compartiments de l'écosphère. Alors, quelle est la quantité de carbone dans l'atmosphère? Ça, c'est facile à calculer. On peut calculer facilement la masse de l'atmosphère, on connaît la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc on peut calculer la masse de carbone dans l'atmosphère, c'est 870 gigatonnes de carbone. Giga, ça veut dire milliard, donc milliards de tonnes. Dans les océans, sous forme dissoute, il y en a environ 900 milliards de tonnes. Stockées dans la biomasse, c'est-à-dire dans les êtres vivants, les végétaux, etc., c'est 2300 gigatonnes, ça paraît énorme tout ça. Maintenant, dans le sous-sol, il y a aussi du carbone fossile. Le gaz, 260 gigatonnes, pétrole, 270 gigatonnes, on en a déjà consommé plus de la moitié. Et puis le charbon. Le charbon, c'est énorme, gigantesque. 5000 à 800 gigatonnes de carbone. Ça, ce sont les réserves estimées, pas prouvées. Les réserves prouvées et comptabilisées dans le bilan des sociétés extractives, c'est ça. 760 gigatonnes. Alors, retenez ce chiffre, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, 760 gigatonnes de carbone que les entreprises d'extraction de pétrole, de charbon, etc. ont déjà sous le coude. Bien, le rythme de déstockage, c'est environ actuellement 9 gigatonnes par an. Dans les années 60, c'était 2 gigatonnes. Donc on a quand même largement augmenté. Les années 60, c'est quand même pas si vieux que ça. Hein. Donc on a plus que multiplié par 4 cette vitesse d'extraction. Alors il y a un retour aussi qui est lent, hein, qui se fait via la précipitation de carbonate dans les océans. Retour à la lithosphère, c'est environ 0,3 gigatonnes par an. Là, je vais faire une petite parenthèse, je vais parler de développement durable. Qu'est-ce que c'est que le développement durable? Tout le monde connaît la définition, satisfaire les besoins actuels sans compromettre la satisfaction des besoins des générations futures, etc. Ça veut dire ne pas consommer plus, ne pas produire plus de déchets que la nature ne peut en absorber, et ne pas consommer plus de matières renouvelables que la matière ne peut elle-même renouveler. Donc ça voudrait dire qu'on devrait pouvoir consommer
que ce qui va retourner à la lithosphère pour être en régime stationnaire. Il ne faut pas ni qu'il y ait accumulation ni déplétion. C'est 0,3 gigatonnes par an. Ça pourrait nous permettre de calculer un quota individuel. Si on fait le calcul, si on ramène ça à chaque individu, ça fait environ 430 kilos de carbone, 400 par kilo. Non, je ne me rappelle plus. C'est dommage, je pourrais le refaire le calcul. Enfin bref, vous voyez l'idée, hein, l'idée c'est de pouvoir calculer un quota individuel d'émissions de carbone. Et en tout cas, ce qui est important à retenir ici, c'est ça, c'est ce chiffre-là, 760 gigatonnes de carbone. Bien, maintenant, on va parler des fameux scénarios du GIEC. Il y a 4 scénarios qui ont été pris en compte, qui sont tous évalués par rapport au forçage radiatif. Vous vous souvenez, forçage radiatif exprimé en watts par mètre carré. Donc, le premier scénario, qui s'appelle RCP, alors pour profil représentatif d'évolution de concentration, mais en anglais. Donc RCP 2.6, scénario d'atténuation volontariste. Donc là, on prend dès maintenant les mesures qu'il faut pour réduire de manière très importante nos émissions de gaz à effet de serre. Bon, il y a des scénarios intermédiaires, et puis il y a le scénario qui est là pour faire peur, c'est le scénario 8,5. On continue tout comme maintenant, on ne se soucie pas d'effets de serre, de génération future, tout ça, on s'en fiche complètement, on continue à brûler à tout va le charbon, le pétrole, comme on le fait maintenant, et on arrive à ce scénario catastrophe. Alors voyons ce que ça donne, ces différents scénarios. Donc ça, c'est les émissions de carbone en gigatonnes par an. Donc vous voyez, à peu près constant jusque dans les années 50, ça commence à grimper dans les années 50. Et puis là, les différentes courbes, c'est les différentes simulations les différents scénarios, les différentes trajectoires. Donc RCP 2.6, c'est celui qui est là en bas. Alors les émissions, vous voyez qu'elles commencent à diminuer dès maintenant. On sèche d'augmenter nos émissions d'année en année. On commence à les réduire dès maintenant. Et vers les années, enfin un petit peu au-delà de 2050, on n'émet plus du tout de CO2, et même au-delà, c'est négatif. Alors comment ça peut être négatif? Ça peut être négatif, ça veut dire qu'il faut favoriser le piégeage du carbone. Ça veut dire laisser s'étendre les forêts, favoriser, etc. Ce scénario-là, il prévoit non seulement d'éliminer totalement l'utilisation des combustibles fossiles, mais en plus de faire en sorte qu'il y ait une consommation de CO2 atmosphérique pour réduire la concentration. L'idée, c'est de ramener la concentration de CO2 atmosphérique en dessous de la barre des 350 ppm. Bon, les scénarios intermédiaires, et puis l'autre, le scénario catastrophe, est ici. En ce qui concerne les concentrations, donc là, vous voyez qu'on frise les 400 ppm, on reste en dessous, malgré le fait qu'on diminue de manière drastique les émissions, la concentration en CO2, par contre, ne diminue pas d'autant. Il y a une grande inertie du système. Ce n'est pas parce qu'on va s'arrêter dès maintenant de produire du CO2 que subitement la concentration atmosphérique va diminuer. Non, malheureusement, non. Et puis, le scénario catastrophe, 1,5, il s'achemine allègrement vers les 1000 ppm. Alors, les 1000 ppm, pour retrouver des concentrations pareilles, il faut remonter avant le Crétacé, c'est-à-dire à l'époque des dinosaures. Alors, en ce qui concerne, ça c'est les émissions, ça c'est la concentration, ça c'est les températures. Donc, le scénario RCP 2.6, c'est le seul qui permet de rester sous la barre des 2 degrés d'élévation de température. Le scénario 8.5, lui, nous emmène, alors il y a une fourchette, mais il peut nous emmener au-delà de 7 degrés d'élévation de température. Et attention, à l'échéance 2100, c'est pas le plateau. On ne parle pas du plateau, on parle de la température à l'échéance 2100. Bien, donc ce scénario RCP 2.6, c'est le seul qui nous laisse une chance de rester en dessous des 2 degrés d'élévation. Pas complètement.
seulement 66%. Ça veut dire qu'il nous reste encore, il y a encore une chance sur 3, une chance entre guillemets parce que ce sera plutôt une malchance, de dépasser les fameux 2 degrés, c'est-à-dire de dépasser ce point de seuil, ce point de bascule. Donc c'est même pas gagné. Même le scénario 2.6, c'est même pas assuré qu'on soit tiré d'affaire. Bien. Alors, rétrospectivement, on va voir un petit peu le détail des émissions de gaz à effet de serre depuis 1900. Donc, le charbon, tranquillement, a continué son évolution. On ne l'a jamais laissé tomber. En fait, on n'a pas abandonné complètement le charbon, de même que le bois. On n'a pas non plus abandonné le bois. À chaque fois, ce sont des nouvelles énergies qui se sont surajoutées aux autres. On consomme de plus en plus d'énergie, mais ce n'est pas pour autant qu'on laisse tomber les anciennes. Au contraire, le charbon, on voit qu'il a pris une bonne poussée à partir de 2000, là, avec le développement de la Chine, exactement, qui est devenu le plus gros émetteur actuellement de CO2. Le pétrole, il continue son petit bonhomme de chemin, malgré que les gisements soient utilisés, qu'on ait du mal à trouver des gisements facilement exploitables. On va se retourner vers d'autres choses. Le gaz, pareil. Il y a d'autres. Le ciment également, qui est assez émetteur. Enfin bref. Bien. Voyons maintenant quel a été l'effet du protocole de Kyoto. Vous vous souvenez, le protocole de Kyoto, tout le monde s'est rassemblé, a signé un protocole qui est rentré en vigueur en 2005, et dans ce protocole, globalement, au niveau planétaire, on ne va pas détailler les objectifs de chacun des pays, qui étaient différenciés, mais l'objectif de Kyoto, c'était ça. C'était de réduire de 5,2%, pas très ambitieux, mais bon, c'était toujours ça, de réduire de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2012 par rapport à 90. Donc, on va faire cette petite descente-là. C'est plutôt raté. Voilà ce qu'on a fait, on a augmenté de 56%. Donc on ne le dit pas suffisamment, mais cette stratégie qui a consisté à essayer de réguler les émissions de CO2, elle a fait preuve de son échec. On a augmenté de 56% au lieu de réduire de 5,2. Alors donc, du coup, la COP21 s'est dit on ne va pas procéder de la même manière, on va procéder par engagement. Donc chaque pays, là actuellement il y a 170 pays qui ont déposé leur contribution, chaque pays dit moi je vais faire ça, je vais faire ci, je vais investir dans telle chose, je vais investir dans les petits mécanismes REC, c'est-à-dire on va favoriser et financer les développements propres, etc. Donc voilà, quand on fait la somme de tous ces engagements-là, s'ils étaient respectés, Kyoto a été signé, il n'a pas été respecté, même si ces engagements des 170 États étaient respectés, on s'achemine vers une élévation de 3 degrés. 3 degrés, toujours pareil, à l'horizon 2100. Ça veut dire ça ne juge pas de ce qui peut se passer au-delà de 2100. Bien. Alors, ça c'est une figure qui est extraite du dernier rapport du GIEC, le rapport scientifique qui a été paru en 2013. Ce sont donc les différents scénarios qu'on a vus tout à l'heure, RCP, etc., 2.6 et ainsi de suite. Ça, ce sont c'est l'anomalie de température observée par rapport à une plage de 1861-1880, peu importe. Donc, en fonction des émissions. Donc, jusqu'en 2010, ça, ce sont les émissions cumulées. Émissions cumulées depuis le début de l'ère industrielle. Donc, en 2010, on était aux environs de 400 gigatonnes de carbone. Alors, vous trouverez peut-être des chiffres différents. Tout dépend si on exprime les choses en termes de tonnes de CO2 ou tonnes de carbone. Donc, ne vous étonnez pas si vous avez en tête d'autres chiffres. Donc, ici, là, on est en tonnes de carbone, et on était aux environs de 400 gigatonnes de carbone libérées dans l'atmosphère, cumulées depuis le début de... Bien, si on suit le scénario 2.6, nous arriverons à l'horizon 2006 à peu près à 750 gigatonnes. Si on suit le scénario business as usual, c'est-à-dire si on ne change rien à nos modes de fonctionnement, 2100, on est au-delà,
On n'est pas loin des 2000 gigatonnes de carbone. Et là, ça nous conduit à des élévations de température, on l'a vu, hein, de l'ordre de 25, ça peut même être au-delà, parce qu'il y a une fourchette, ça peut être au-delà. Bien. Alors, le sol moyen de rester sous la barre des 2 degrés d'augmentation de température, c'est le seul scénario, c'est celui-ci, le bleu foncé, RCP 2006. RCP 2006, émission à l'horizon 2100, ça c'est le budget qui nous reste à émettre. Hein. Qu'est-ce qui nous reste comme carbone à émettre jusqu'en 2100? C'est 270 gigatonnes. Vous vous souvenez de la quantité de carbone qui était déjà dans les bilans des sociétés extractives, des fossiles? 760. 270 seulement. Et ça, c'est à l'horizon 2100. On a vu qu'il faut agir bien avant 2100. Donc, si on s'intéresse à ce qu'il faudrait faire avant 2050, par exemple, 2050, ça nous laisse un petit peu de marge, mais c'est quand même très proche. À l'horizon 2050, c'est 150 gigatonnes de carbone que l'on peut se permettre d'émettre. 150 gigatonnes de carbone, ça représente seulement que 1/5 de toutes les réserves, pas des réserves prouvées, des réserves déjà comptabilisées dans les actifs des sociétés pétrolières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que ces sociétés-là se fassent violence et s'interdisent d'exploiter ce qui fait la valeur de leur société. Donc là, on est face à un problème assez important. Donc on a vu tout à l'heure, la stratégie qui consiste à essayer de réglementer les émissions, ça n'a pas tellement marché. Il va falloir quand même s'intéresser de près à l'extraction. Il faut faire en sorte, donc compenser, je ne sais pas, il va falloir trouver un moyen, un mécanisme pour empêcher les sociétés extractives de sortir ce carbone. Alors le pire de tout, c'est les gaz de schiste et compagnie, qui sont une aberration. On verra tout à l'heure pour quelle raison. Bien. Oui, en fait, le diapo là, on va passer rapidement, c'est juste pour montrer l'inertie du système. Si on réduit nos émissions, vous voyez, là on réduit nos émissions à l'horizon 2050, ça c'est une figure qui était extraite du précédent, pas du dernier, mais du précédent rapport du GIEC, donc de 2007. Là on réduit nos émissions aux alentours de 2050, d'ici 50 ans, et donc la concentration diminue, mais c'est pas pour, enfin, les émissions diminuent, mais c'est pas pour autant que la concentration diminue. Elle met 300 ans à se stabiliser. La température, pareil. La température ne va pas se stabiliser comme ça du jour au lendemain. En quelques siècles, elle va continuer à augmenter, malgré le fait qu'on ait réduit nos émissions de manière importante. Niveau des mers, encore pire. Quelques siècles à des millénaires. Dû à la dilatation thermique, et ce qui est dû à la fonte des glaces, plusieurs millénaires. Vous voyez que là, ça continue d'augmenter de manière très importante. C'est-à-dire que le mètre d'élévation de température qu'on nous dit à l'horizon, enfin à la fin du siècle, c'est une étape. Il faut avoir conscience de ça. Alors, je vous montre pas beaucoup de photos, mais j'ai quand même décidé de celle-ci que j'allais vous la montrer. C'est la capitale des Maldives, Malé. Alors, j'y suis jamais allé, je n'irai jamais, ça c'est sûr. Mais bon, cette photo-là, quand je l'ai vue, elle m'a laissé quand même sur le cul. Donc, 120 000 habitants, une île totalement urbanisée, à 1 mètre du niveau de la mer. Et c'est pas la seule. Des îles comme ça, il y en a des flottées. Ça nous fait comprendre la façon dont les représentants de ces États insulaires vont négocier à la COP. Eux, c'est une question vraiment de survie pour eux. N'oublions pas, 1 mètre d'élévation du niveau de la mer à l'horizon 2100. 2100, c'est quand même bientôt. Bien. Alors, on vient de voir les bases scientifiques. Alors, vous me croyez, vous ne me croyez pas, vous me faites confiance ou vous ne me faites pas confiance, peu importe. Maintenant, on va se dire, peut-être que je raconte des bêtises, donc quel est l'élément qui va emporter notre décision? Quelle option prendre? Donc vous avez le choix entre M. Jouzel ou M. Allègre, et donc vous allez faire votre choix.
en faisant votre choix, vous n'avez pas qu'une seule chance de vous tromper. Vous avez deux chances en réalité de vous tromper. Il y a deux manières différentes de se tromper. Soit vous faites confiance à Claude Allègre, alors que c'est Jean Jouzel qui a raison, que le réchauffement est quelque chose à prendre très au sérieux, que c'est l'espèce humaine qui en est responsable, enfin les activités humaines qui en sont responsables, etc. Soit vous faites confiance à Jean Jouzel, alors que c'est Claude Allègre qui a raison, c'est-à-dire que c'est purement des fluctuations naturelles et que les activités humaines y ont aucun rôle. Comment décider? Eh bien, c'est simple. Notre décision doit tenir compte du coût de l'erreur. Enfin, en statistique, c'est ce qu'on appelle le risque alpha, le risque bêta. Je ne sais pas s'il y a des statisticiens dans la salle. C'est ça. Donc il faut prendre la décision qui minimise le coût de l'erreur. Et quelle est l'option qui minimise le coût de l'erreur ici? Eh bien, c'est choisir Jean Jouzel, alors que c'est Claude Allègre qui aurait raison. Pourquoi? Claude Allègre, il nous dit on peut continuer à émettre du carbone, continuer à utiliser des combustibles fossiles, etc. Ouais, d'accord, mais enfin, les réserves sont limitées, c'est sûr. Alors, il y en a encore pour quelques années, pour quelques dizaines, quelques centaines d'années, peut-être même avec le charbon. Mais au bout d'un moment, ça va quand même finir par s'épuiser. Donc, choisir l'option de Jean Jouzel, ça me permet simplement que de ravancer, d'anticiper une modification que de toute façon, on sera amené à faire. Donc le coût, d'accord, c'est peut-être un coût financier, mais finalement, de toute façon, c'est juste un investissement. Alors que l'autre option, choisir Claude Allègre et continuer dans l'insouciance, etc., alors que c'est Jean Jouzel qui a raison, alors là, le coût, il sera excessivement lourd à assumer. Donc, vous voyez, hein, indépendamment des raisonnements scientifiques, etc., la simple prise en considération de ces éléments-là fait qu'on a plutôt intérêt à faire confiance à Jean Jouzel. Or, d'autre part, et malheureusement, ces problèmes de changement climatique, ce ne sont pas, c'est pas que le seul problème environnemental. Il y a d'autres limites planétaires. Donc là, on s'est intéressé au changement climatique. Alors les limites planétaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont des seuils, donc on a vu, hein, pour le changement climatique, il y a des bornes qui, donc entre 350 ppm et 450 ppm, c'est une zone d'incertitude. Il y a des risques. En dessous de 350 ppm, il n'y a pas de risque. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une association qui s'appelle 350.org, qui milite, c'est une ONG internationale, qui milite justement pour un retour à 350 ppm de CO2. En dessous de 350 ppm, on est dans cette zone-là, dans la zone verte. Au-delà de 350, mais en dessous de 450, on est dans une zone d'incertitude. Il y a un risque pour qu'on franchisse ce fameux seuil, mais il y a aussi